bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on est avec Adrien Abosi. Salut Adrien. Bonsoir. Bah, bienvenue, bon, toi t'es aficionados maintenant, t'es habitué de l'antenne. J'ai pris un abonnement. Voilà, t'as pris un abonnement. Hein, il y en a certains d'ailleurs, ça les énerve. En tout cas, salut à la régie, DJ Premier, Steph. Bonjour à tous les métanotes connectés, puisque comme d'hab, ils sont nombreux. Nargouillon, Patriote, Mick, Boris, Karat, Mistagab, Cœur de Pierre, Yoko Gary, Glissor Pro, Sankou Kai, Docteur Guzman, Samra Brunette, Antares, le muraliste, Glissor Pro, voilà, Ennemi, La Révolte Belle, Libertad des Sages, nos modératrolls, toujours à l'œuvre. Voilà, toute l'équipe, on va dire, est sur le taquet. Puis ce soir, voilà, on a décidé émission spéciale à laquelle, justement, on pourra répondre aux questions des métanotes, parce que dans les émissions précédentes, il n'y avait pas beaucoup de place. Bah oui, les pauvres. Les pauvres, ils étaient un peu... voilà, ils n'ont pas pu poser beaucoup de questions. Ce soir, en tout cas, justement, ils vont se régaler. En plus, voilà, le chat de questions, il va apparaître, voilà. Donc, au moins, ils vont pouvoir poser toutes les questions. Alors... Toi, Adrien, voilà, on pouvait faire... déjà, ça va depuis le débat, ce fameux débat avec Christian Vanès. Ouais, de toute façon, sur l'affaire Pétain, globalement, j'ai eu que des bons retours. Ouais. À 99%, j'ai eu que des bons retours. Les gens ont été très intéressés. Ils ont découvert une partie de l'histoire de France qu'ils ignoraient. Et je pense que, de toute façon, c'est dans les gènes des Français de s'intéresser à leur histoire, si tu veux. Et globalement, quand on leur parle de leur histoire, ils sont intéressés. Quand on ne tombe pas chez des gens de gauche, ce que j'appelle moi des jacobins, trop déracinés, en général, ça fait mouche. Et moi, j'aimerais que les Français se réconcilient avec certaines figures historiques qui n'ont pas été les traîtres qu'on a dit, mais qui ont été, au contraire, des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ouais, t'as presque soulevé quand même un lièvre dans cette affaire, parce que on comprend que tout n'est pas si simple en fait. C'est-à-dire après, beaucoup de gens, je sais, qui sont des gaullistes convaincus, puis on a été élevés dans la doxa avec... Bien sûr, j'en viens. Hein. Voilà. Je viens de l'idéologie dominante, moi. Donc voilà, le gaullisme, c'est la figure érigée au panthéon de tout intouchable. Et putain, lui, c'est presque l'inverse. C'est la caverne des horreurs, le cachot des... C'est pire qu'Hitler. Officiellement, c'est... Voilà. Ça, si tu veux, en fait, les générations précédentes, on leur a mis un moule dans le crâne, tu vois. Et moi-même, j'ai eu ce moule dans le crâne. Mais ce moule est en train de se fissurer. Et quand je dis ce moule, ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre l'aveuglement spirituel, même l'ignorance du fait religieux quasiment. Ça recouvre la vision qu'on a de l'histoire, de l'économie, etc., etc., etc. Donc tout ce moule qu'on nous a foutu dans le crâne, là, est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que je suis confiant confiant. Pourquoi, disons, je sens qu'il y a des lignes de fracture, je sens qu'il y a des possibilités de changement dans les années à venir, c'est parce que ce moule est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que le système panique, d'ailleurs. Parce que les instruments de contrôle sociaux qu'il avait autrefois commencent à ne plus marcher. Ils commencent à ne plus marcher. Voilà. Donc, on a foutu ce moule dans le crâne des vieilles générations. Et d'ailleurs, tu remarqueras que ceux qui comprennent le moins ce qui est en train de se passer, en fait, ceux qui comprennent le moins ce qu'induit le mondialisme, fondamentalement, c'est les générations... tu vois, c'est les plus de 50 ans. C'est plus de 50 ans, les plus, tout à fait. Que j'appelle, moi, les Charlie. Par pure politesse, pour ne pas les appeler les Charlots, d'ailleurs. Hein. Mais, donc les Charlie sont ceux qui comprennent le moins. Et ce sont les jeunes générations, même si elles sont moins éduquées, même si elles sont moins cultivées, qui comprennent le plus les événements que Dieu sait pourtant ils sont compliqués à comprendre, parce que ce moule est beaucoup moins fait, et si tu veux, est beaucoup moins présent dans leur crâne, et parce que, quand il l'est, comme je te l'ai dit, il se fissure. Il se fissure. Donc, voilà, ma contre-histoire, si tu veux, Pétain de Gaulle, s'inscrit dans cette idée qu'il faut briser ce moule qu'il y a dans la tête des gens,
pour en mettre un plus français. Oui, parce que, bon, ça, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport au fait que les gens d'un certain âge, même sur des questions, on sait, voilà, l'Union européenne, etc., ils sont complètement butés. Complètement HS. Ils ne veulent rien savoir, absolument rien savoir sur ces thèmes-là. Et je vais te dire, à titre personnel, je place des espoirs immenses dans la jeunesse française. Parce que, bon, elle a plein de défauts, elle a la tête sur son iPhone toute la journée, etc. Bon, elle a plein de défauts, je caricature. Bon, il y a des pans entiers de la jeunesse qui sont à côté de la plaque. Je pense aux antifas, aux bobos, à ce que j'appelle plus largement les puceaux du réel, tu vois. C'est-à-dire les gens qui ignorent la réalité du mondialisme, que ce soit ses conséquences sociales, migratoires, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même des pans entiers de la jeunesse, si tu veux, qui justement ont dégagé ce moule. Je vais te dire un truc tout con. Le nombre de personnes qui viennent me voir pour me demander des conseils de lecture. Monsieur Abosi, quel livre d'histoire vous me préconisez? Le nombre de personnes qui viennent me voir pour se faire baptiser, qui me disent est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec un prêtre, tu vois? Alors que si tu veux, autrefois, la religion, c'était le truc de loser. L'amour de la patrie, de l'histoire, du passé, c'était les trucs de loser. Tu vois, toute cette doxa Charlie Hebdo, tout ce qui était valorisant, si tu veux, c'était justement le mépris de la religion, de la patrie et compagnie. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouveau système de valeurs qui est en train de naître dans la jeunesse française, où justement la religion à la cote, l'amour de la France à la cote, etc., etc., etc. Ça, et c'est un changement, ça. C'est plus qu'un changement. C'est une dynamique... c'est une dynamique... Enfin, c'est une divine surprise, quoi. C'est vraiment une divine surprise. Et tu vois... certains nous diront, oui, mais vous êtes encore très minoritaire. Alors je dirais, oui, mais pas tant que ça, parce que je pense que maintenant, on peut chiffrer ça, à mon avis, facilement à plusieurs centaines de milliers de personnes. Parce qu'il faut se fonder, concrètement, on se fonde sur quoi quand on évoque ces chiffres? Sur le nombre de vues YouTube Dailymotion. Mais sur un ordinateur qui compte pour une voix, il y a plusieurs personnes qui ont pu le voir. Et la personne qui a pu voir toutes ces vidéos d'Adrien Abosi, de Pierre Hillard, de Michel Drac et j'en passe, elle a pu en parler autour d'elle, etc., etc., etc. Donc je pense que ça chiffre en plusieurs centaines de milliers, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 5 ans, on n'était pas des plusieurs centaines de milliers, en 2010, on était à tout casser 50 000. Et encore 5 ans avant, on était 0. Donc il y a quand même une dynamique très puissante, si tu veux. Maintenant, si tu veux, l'enjeu, c'est que certes, il faut conquérir un maximum de personnes en termes de chiffres, mais il faut que cet esprit fait dans un moule autre, donc, tu vois, que celui de l'idéologie dominante, commence à gagner les classes supérieures. Ce qui n'est pas encore le cas, encore que on est beaucoup plus suivi qu'on croit par les gens du système, et on est beaucoup plus suivi qu'on croit par des gens qui pèsent. Crois-moi. Et qui s'intéressent à ce qui est en train de se... Et pourquoi ils s'intéressent à ça? Parce que quand on y pense, nous sommes la seule dynamique intellectuelle, façon de parler, je déteste ce terme, mais on est seul la dynamique intellectuelle, sociologique, politique qu'il y a en France. Tu vois, tout ce qui est bobocratie, c'est terminé. Les antifas, ça représente quoi en termes de chiffres? Ça représente que dalle. Moi, personnellement, alors après je peux me tromper, il y a peut-être des trucs que je ne connais pas, mais me semble-t-il, nous sommes la seule dynamique, c'est là que ça se passe, si tu veux. Tu vois, c'est chez nous que ça se passe. C'est dans cette nouvelle opinion publique que les choses se passent, sachant que cette nouvelle opinion publique, elle est divisée en plusieurs chapelles. Mais voilà, c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, on le sent parce que, si tu veux, les médias parfois parlent de nous, mais dans l'absolu, ils ne devraient pas. Je veux dire, si on est si minoritaire que ça, bah, pourquoi se faire chier à aller parler de nous, à nous faire de la pub? Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est évident. Moi j'en avais parlé dans une émission où je disais même Ruquier quand parle à la télévision, qui dit oh la nouvelle opinion publique d'internet, il dit c'est ça qui a changé, c'est eux qui pèsent, ce sont... Et puis il y a ce mot internet dans leur bouche mais qui sonne pas comme... Qui est péjoratif. Voilà, très péjoratif. Ce qui est complètement débile parce que internet en soi est neutre. Oui, c'est une technologie lui aussi, là, ils ont aussi sur internet. Ben oui. Donc si tu veux, c'est comme l'imprimerie. L'imprimerie, ça peut servir à publier Closer, mais ça peut servir aussi à publier la Bible. Donc, en soi, ça ne veut rien dire, Internet. Non, en fait, ce qui fait péter un câble au système, c'est qu'autrefois, le système maîtrisait toute la communication et surtout maîtrisait la circulation des informations. Il y avait, si tu veux, entre l'individu et l'information, il y avait l'intermédiaire du système. Grâce à Internet, il n'y a plus
cet intermédiaire. Et il y a un lien direct entre les informations et la connaissance et le peuple, quoi. Et donc ça sera la cause première, enfin l'une des causes premières de la contre-révolution. Ça, c'est le changement majeur. C'est le changement qui tue. Ouais. Parce que, si tu veux, on est comme, si tu veux, de l'eau qui glisse entre les doigts maintenant. Le système ne peut plus museler. Il y a beaucoup de gens qui craignent le muselage d'Internet. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de compétences technologiques en termes d'informatique et tout ça, mais j'y crois à moitié, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra toujours se réfugier ailleurs. Tu vois. Bah, c'est ce qui s'est un peu montré à chaque fois qu'on a voulu mettre un cadenas quelque part sur Internet. Il y a toujours un petit malin qui trouve une solution de l'autre côté. Donc, bien sûr. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer comment. Ils pourraient pas, en tout cas, tout stopper d'un coup. Et puis, tu sais, il y a une phrase que j'aime bien de Pascal. Pascal disait « Je crois en la parole des témoins qu'on assassine ». Oui. C'est-à-dire que en désignant, ils nous feront de la pub et ils nous donneront du crédit. Donc je pense pas qu'ils iront jusque-là. Après, je peux me tromper, sauf cas extrême où vraiment ils pensent que c'est chose pour eux. Mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je te disais, pourquoi moi je suis optimiste sur la fenêtre de tir qui va s'ouvrir, pardon, c'est que il y a une dynamique qui est en marche. Une dynamique de débranchage de la matrice, une dynamique de cassage de ce moule de l'idéologie dominante, et cela ne peut pas, à terme, rester sans conséquences. Tu vois, un truc tout con, le vote UMPS, aujourd'hui, est soutenu en très large partie par ce que j'appelle les Charlie. Tu vois, si c'était que les jeunes qui votaient, je suis pas convaincu qu'on aurait les mêmes résultats aux élections. Et on voit d'ailleurs que le FN, avec toutes les réserves qu'on peut faire sur lui, mais c'est un autre problème, surcartonne chez les jeunes, et l'abstention surcartonne. Tu vois, donc comme quoi, ça veut dire que les jeunes mettent moins une pièce dans la machine. Parce que si tu veux, on me reproche de dire que je ne dois pas recevoir de leçons de politique de quelqu'un qui a plus de 45 ans ou 50, si tu veux. Ben, je suis désolé, vous avez voté comme des cons pendant des décennies, donc j'ai pas grand-chose à apprendre de vous, en termes de politique, j'entends. Hein. Je me limite à ce domaine-là. Mais non, je suis désolé, vous avez voté comme des cons. Vous avez voté en vous donnant bonne conscience. Vous avez voté en vous donnant bonne conscience pour des gens qui ont détruit objectivement l'avenir de vos enfants. Et qui ont défendu des politiques qui étaient objectivement contraires aux intérêts de la France. Quel intérêt de faire venir plusieurs centaines de milliers d'Africains chaque année en France? Quel intérêt de faire prospérer l'économie parallèle? On ne sait pas. Quel est l'intérêt de faire la liberté de circulation totale des capitaux? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Si tu veux, les rois de France, quand ils prennent une décision, ils se posaient la question de savoir si c'était bon ou mauvais pour le royaume. Ils ne se posaient pas la question de savoir si ça plaira à un tel ou un tel. Aujourd'hui, je constate que ce mode de raisonnement est hors sujet pour nos élites politiques. Donc, les gens qui ont validé cette classe politique répugnante d'anti-France, répugnante de médiocrité, parce que si tu veux, se faire avoir par un Talleyrand, c'est pas la même chose que de se faire avoir par Hollande. Tu vois, donc les gens qui ont cautionné cette... J'allais employer un mot vulgaire qui commence par un « grossier, pas vulgaire, grossier. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Et tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le FN est encore diabolisé, mais j'aimerais moi qu'on diabolise en premier lieu quand même le MPS. Parce que j'ai envie de dire aux gens, vous savez que si vos enfants n'ont pas de travail, si vos enfants se font persécuter par des Austro-Hongrois, c'est parce que, fondamentalement, vous avez été comme des cons. Donc ne venez pas de nouvelles leçons, et surtout, remettez-vous en cause. Et moi, ce qui m'étonne chez les Charlie, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se remettre en cause, si tu veux. Beaucoup. Sauf en cas de traumatisme, comme les attentats de Charlie Hebdo. Tu as remarqué qu'à la fameuse manifestation du 11 janvier, les gens ont applaudi les flics. Oui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, dans un moment de crise, ils ont complètement abdiqué leur idéologie. Parce que ces gens-là sont les plus anti-flics. Je me rappelle d'un morceau de Renaud, tu vois, qui s'appelle L'Aquarium. J'aime bien Renaud, tu vois. Et il a une chanson qui est un peu antimilitariste, donc l'Aquarium, et j'ai entendu en live, et à un moment, il évoque, je sais plus quoi, qu'un militaire se prend une télé dans la gueule, et à ce moment-là, il y a tout ce public de bobos qui esclave, tu vois, qui s'esclave, voilà. Bon, tu vois, donc là, on a vu finalement les Charlie se retourner complètement et venir applaudir l'autorité.
Donc, ils ont tout abandonné. Si tu veux, le jour où on me verra moi aller à l'aéroport et dire aux Maliens qui débarquent ah, bienvenue en France les mecs, restez autant que vous voulez, on dira Adrien Bauzy a tout lâché, tu vois. Bon, bah voilà, c'est que... Bon, on attend de voir ça, tu nous appelles ce jour-là Ouais, il y a peu de chance ça quand même. Dieu m'en garde. Donc, voilà, donc c'est... La France a un boulet qui est sa gérontocratie. Mais est-ce que aussi, attends, sur cette manif, je vais te demander, est-ce qu'on nous a pas menti? Parce que finalement, est-ce que c'est pas tout un échec de la fameuse France Black Blanc Beurre? Parce que moi, cette manif, j'ai l'impression que c'était une manif, allez, blanche. Bien sûr, ouais. C'était une manif blanche. Alors, bon, bien sûr, on trouvait par-ci par-là des gens issus de la diversité, n'est-ce pas? On trouvait aussi des jeunes, mais c'était essentiellement la gérontocratie blanche, bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est étonnant. Tu sais, c'est un peu comme chez les antifas qui se prétendent antiracistes et compagnie. Mais j'ai envie de dire, mais les mecs, il n'y a que des blancs chez vous, vous trouvez pas ça bizarre? Et moi, qui suis censé être d'extrême droite, selon les critères officiels du système, je suis plus suivi, si tu veux. Alors que, tu vois, je suis assez dur sur la racaille, sur la remigration, tu vois, j'ai des positions dures. Mais malgré tout, je suis plus suivi par des gens issus d'immigration que les antifas. Et j'ai envie de dire aux antifas, mais vous vous posez pas des questions au bout d'un moment Enfin, tu vois, c'est... Même aux gens de gauche en général, quoi, tu vois. Mais effectivement, donc, cette manif était un comble de tartufferie, puisque c'était pas du tout déjà une manifestation d'unité nationale, c'est pas vrai, c'était une manifestation d'unité jacobine. C'est une manifestation, puisque bon, le FN était exclu, puisqu'on sait que les électeurs du FN sont considérés par des sous-hommes par le système. Mais globalement, hein, tout ce qui est rattaché au patriotisme et à la France est marginalisé. Donc effectivement, oui, c'était un comble d'artufferie totale. Et surtout, ce sont des gens qui sont allés manifester contre les conséquences... Enfin, si tu veux, ils ont manifesté contre la récolte de ce qu'eux-mêmes ont semé. C'est ça qui est étrange, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut être cohérent. Moi, j'ai envie de dire aux gens, je veux bien que vous alliez manifester, mais arrêtez de voter comme des cons. Or, au départemental... Il faut voter quoi? C'est quoi? Ouais, parce que... Alors, bonne question. Il faut voter quoi? Il aurait fallu voter quoi? Alors, très bonne question. Alors, soit l'abstention, soit le vote Front National, si tu veux. Alors, je sais qu'on peut faire... Je suis pas le dernier, si tu veux, avoir des réserves sur le Front National. Pour moi, c'est un parti de gauche, républicain, qui veut les lumières et compagnie. Mais c'est pas le fond du problème, parce que si tu veux, le but d'un parti politique n'est pas d'avoir la pureté doctrinale. Et si tu veux... Au bout d'un moment, il faut raisonner en termes politiques. Quand tu votes pour l'UMP, c'est que tu remets une pièce dans la machine. Tu vois. L'intérêt potentiel du vote Front National, je dis bien potentiel parce que le reste dépend de nous. Je vais t'expliquer. En 1789, qu'est-ce qui se passe? Convocation des États généraux. Les États généraux, c'est encore une institution de l'Ancien Régime. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une révolution? C'est que les députés des États généraux vont transformer les États généraux en constituantes. Donc là, à ce moment-là, on passe dans un nouveau paradigme. Il y a une sorte de coup d'État qui nous fait passer dans un nouveau paradigme. Tu vois. Bon. Donc, on part d'un truc on ne peut plus légal, réunion des États généraux, pour faire autre chose. Bon. L'intérêt potentiel du vote FN, c'est que cela ouvre une brèche. Donc, si tu veux, une victoire du Front National au présidentiel, par exemple, pourrait être l'équivalent, entre guillemets, d'une convocation des États généraux, c'est-à-dire un truc légal, mais si les États généraux restent les États généraux, c'est pas la peine. Tu vois. Après, il faut transformer l'essai. Il faut se muter en constituante. Et ce sera le rôle de la nouvelle opinion publique de transformer l'essai et de faire comprendre au FN qu'il n'a pas intérêt à baisser son fut et à aller beaucoup plus loin que ce qu'il préconise dans ses programmes, si tu veux, à arrêter de travailler à la France, etc. Et pourquoi je te dis ça? On a en ce moment en Grèce officiellement un parti opposant. On voit qu'ils ont déjà tout lâché. Ah bah, il y a déjà des manifs contre eux. Ils ont déjà tout lâché. Ah ouais. Donc si tu veux, si le FN est élu avec un très bon programme sur le papier, et encore, j'ai des réserves si tu veux, peut-être qu'on en reparlera plus loin, mais que derrière, ils baissent leur fut parce qu'on leur met un petit peu la pression, aucun intérêt. Mais fondamentalement, pourquoi, ou plutôt comment faire pour ne pas baisser son pantalon face à cette oligarchie mondialiste? C'est très simple, il faut avoir, c'est pas la seule condition, mais l'une des conditions, c'est qu'on ait massivement l'opinion publique avec soi
et surtout que cette opinion publique soit consciente et chauffée à bloc. C'est-à-dire, dès que tu me trahis, sanction immédiate. Hein. Et quand je dis sanction immédiate, c'est pas forcément que dans les urnes. Tu vois ? Donc, le FN peut être, la victoire du Front National peut être intéressante en ceci qu'elle peut être une convocation des États généraux qui serait un préalable à la proclamation de la Constituante. Je parle en métaphore, tu vois, pour que les gens comprennent. Donc, que te disais-je, la victoire du Front National peut être une fenêtre de tir pour la nouvelle opinion publique. Et un intérêt que peut avoir aussi une victoire du Front National, ça serait, si tu veux, de faire le nettoyage dans la superstructure française. C'est-à-dire que concrètement, on arrête les subventions aux associations antiracistes, si tu veux. Et si déjà, on n'a plus d'associations antiracistes qui nous cassent les bonbons pour parler aussi poliment que se peut, c'est déjà pas mal. Ouais, mais ils vont le donner à d'autres, ça se trouve, ils vont le donner au CRIF. Parce que là, ils sont partis, le Front National. C'est pas dit, hein. Moi, ce qui me fait peur, j'ai l'impression que le Front National, il est parti pour se républicaniser, entre guillemets. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans ce républicanisme, il fait beaucoup de concessions. Alors, beaucoup de concessions. Si tu veux, la question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est quel est le degré de sincérité des cadres dirigeants du Front National. Quel est si tu veux, plutôt, dirais-je, le degré de double jeu. On ne peut pas leur reprocher d'avoir un double jeu, ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, ils sont carbonisés par le système. Donc, ils sont obligés d'avoir un double jeu. Maintenant, quel est le degré de sincérité, si tu veux. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas tellement le petit clin d'œil qui nous fait comprendre qu'on est en train de rouler le système. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, moi, je vois des poutres dans l'œil, j'ai l'impression qu'elle est en train de le faire à l'envers depuis quelques mois. On ne voit pas trop. Ouais. Bon, après, moi, à titre personnel, si tu veux, moi, je place pas beaucoup d'espoir dans le Front National. Hein. Déjà, humainement, il ne m'impressionne pas tellement, tu vois. C'est vrai qu'il y a une... Après, bon, c'est des gens qui ont des mérites. Hein. Vraiment, je ne veux pas tout leur nier, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'ils sont très très loin, si tu veux, de la chevalerie militante à laquelle, dans l'absolu, j'appellerais, quoi. Tu vois. Et puis, ça se jacobinise. Ça se jacobinise, quoi. Ah oui, beaucoup. Bah, surtout ces derniers temps, je dis ça parce que plus on approche de l'élection... J'ai l'impression que Marine, elle veut tu vois, la laïcité... Elle a enveloppé le drap, justement, de la République à 100%. C'est la jacobinisation, la gauchisation du Front National. Tu vois, Marine Le Pen valide la laïcité. Elle a un discours, de point de vue économique, qui est un peu ringard, quoi. Hein. Tu vois, un petit peu ringard, tu vois, sur le néolibéralisme. Oui, je vois à peu près ce qu'on vise, mais dire que la France est un pays libéral d'un point de vue économique... Moi, moi qui suis un technicien au quotidien du droit du travail, ça me fait rigoler, quoi. Et quand on voit aussi les impôts qu'on paye, monstrueux, enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si tu veux, il y a une certaine gauchisation du Front National qui m'inquiète. Et puis si tu veux, là où le FN est très fort, c'est sur l'immigration. Tu vois. En fait, non. Là où le FN est très fort, je vais te dire, c'est que pour les partis dominants, immigration, mondialisation, et l'Union européenne sont bons pour la France. Pour le FN, en tout cas pendant un certain temps, c'était l'inverse. Donc là-dessus, quand on est intellectuellement honnête, on est obligé de dire que le discours du FN est meilleur. Tu vois. Après, ça va pas au bout. Et si tu veux, les enjeux fondamentalement des années à venir, je parle un petit peu violemment ou pas ? Vas-y. Bon, les enjeux des années à venir, c'est que la France ne doit pas devenir une république afro-jacobine. Tu vois. Et pour l'instant, après peut-être que je suis pas assez attentif, hein, mais je ne vois pas dans le discours, dans le programme du Front National, ce qui empêcherait cette mutation de la France en république afro-jacobine. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? La remigration indispensable. On pourra peut-être après développer si tu veux, on en reparlera. parce que c'est un sujet capital. Et surtout dans lequel on caricature facilement, alors qu'en fait, bon, ça ne mérite pas cela. Mais bon. Donc remigration, réaffirmation culturelle de la France. C'est-à-dire la laïcité aux toilettes et on tire la chasse. Tu vois ? Réaffirmation culturelle de la France et surtout, il faut renouer avec l'héritage spirituel de la France. Tu vois ? Et ça veut dire vraiment un gouvernement quoi, catholique ? Ça veut dire que le premier article de la Constitution doit être « La France est une terre chrétienne ». Article 2, si t'es pas content, tu dégages. Bon, je suis un petit peu violent, mais d'ailleurs, quand je dis ça, je m'adresse moins aux non-chrétiens
qu'aux athées, qui nous cassent les bonbons, enfin aux laïcistes, si tu veux. Parce que la religion qui a fait le plus de mal à la France, c'est le laïcisme, hein, bien entendu. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut réintroduire le référent chrétien dans nos institutions et dans nos lois. Mais ça, c'est pas demain la veille, je me fais pas tellement d'illusions. Bon, moi dans l'absolu, c'est vers ça que je tends, si tu veux, que mon action tend, très concrètement, parce que la France sans la croix du Christ n'existe pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est toujours un hexagone, il y a toujours des gens qui vivent dans cet hexagone, mais c'est autre chose. Ce n'est pas la France. C'est la République des Lumières, mais ce n'est pas la France. C'est l'anti-France, donc, d'ailleurs. Donc voilà, que te disais-je? Oui, donc ce qui a fait un partisan et aussi clasher l'oligarchie mondialiste. Le problème, c'est que tu vois, il faut être lucide. Hein. La politique, c'est aussi de la lucidité. Et c'est l'adéquation entre tes objectifs et tes moyens. Et quand on se ment pas trop, et d'ailleurs là, les Grecs nous ont donné la démonstration, parce que je pense qu'ils avaient des bonnes intentions à la base, hein, Syrésia. Mais en face, ils sont trop forts, pour l'instant. Et dire qu'on renversera l'Union Européenne dans 5 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le préalable de l'effondrement de l'Union Européenne, ça sera l'effondrement de l'oligarchie anglo-américaine. S'il n'y a pas ce préalable, c'est très dur, très très dur, à mon avis, à l'envisager. Après, je ne suis pas prophète, et l'histoire, c'est aussi l'histoire de l'imprévu. Oui. L'histoire n'est que ça, quasiment. Donc peut-être qu'il y aura des événements qui feront qu'on pourra se barrer beaucoup plus facilement. Peut-être qu'une chute de l'euro va... Oui, parce que regarde, l'Union soviétique, ça s'est effondré comme ça, on n'y aurait pas cru, et c'est pareil. Mais l'Union soviétique, il y avait aussi un affaiblissement, si tu veux, de l'oligarchie soviétique. Les mecs, leur armée tenait plus rien, enfin si tu veux, il y avait un affaiblissement du cours du pétrole, donc ils avaient le pognon rentrait plus. Oui, c'était un peu, on va dire, pourri de l'intérieur. Voilà, tout à fait. Ouais, mais l'Union européenne, nous qui la connaissons mieux, on sait qu'elle est quand même pourrie de l'intérieur sur certains aspects. Alors, ça se voit pas peut-être encore, justement, ça échappe peut-être à la grande masse, mais nous, on sait très bien qu'il y a des côtés pourris dans cette Union européenne qui peuvent être les côtés qui vont faire que ça va s'effondrer. L'euro en est un, bien pourri, mais, à mon avis, mais ils font tout pour le tenir. Ah bah, ça tient par là. Bien sûr. Alors après, encore une fois, tu vois, là, tu sais, là, je te parle avec les paramètres d'aujourd'hui. Peut-être que les paramètres de demain nous laisseront entrevoir de nouvelles perspectives. Oui, bien sûr, parce que ça va vite. Mais maintenant, imaginons que ça sera probablement pas le cas. Je pense que quand même, il y a une mutation des esprits qui fait que les choses seront très différentes en 2017 qu'aujourd'hui. Mais allez, faisons un effort d'imagination. Imaginons que le FN soit au pouvoir avec un peuple français qui a les esprits aujourd'hui. Fondamentalement, le FN n'aurait pas les soutiens dans la population française, les soutiens suffisants, dirais-je, pour aller clasher l'Union européenne. Je le vois pas. Sincèrement, et puis l'Union européenne est encore trop forte, hein, malheureusement. Parce que l'oligarchie anglo-américaine est encore trop forte. Mais par contre, ce qu'un FN pourrait faire s'il ne coûte rien, si tu veux, effectivement, la réaffirmation des valeurs chrétiennes, redonner redonner un rôle plus important à l'Église dans la société. Le problème, c'est que l'Église va tellement mal que, bon, j'ai un peu de difficulté à le dire. Mais les gens, quand je dis ça, je pense que les gens qui comprennent ce que je veux dire. Voilà, pour moi, c'est la base. Mais ça doit passer par quoi, ça? Tu crois qu'on va l'imposer? Parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'athées, donc beaucoup de gens qui... Exactement. Voilà, mais de toute façon, je vais te dire, le salut de la France est conditionné à la fidélité du peuple français à la croix du Christ. Alors je sais que quand je dis ça, je passe pour un dingo auprès des laïcistes, des naturalistes. Mais écoutez, lisez l'histoire de France. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, quoi. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. On me dit Abosi est un nom du sud de la France issu des Arabes. Déconne pas, Adrien, tu es un Arabe. C'est ce qu'ils disent. mais je vais te dire, en admettant, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la simulation marche après un millénaire. Donc c'est un très très bon argument pour la remigration, parce que bon, attendre un millénaire, ça fait un peu long. Ça fait un petit peu long. Non, ça c'est provençal, mon père est provençal. Ah d'accord, on me dit je suis français depuis l'an 1 et je ne suis pas d'accord entre je suis d'accord avec tes idées ou je me casse. Non, je suis ici depuis 1789 et même avant. Si tu n'es pas d'accord, va-t'en, mais où? Il dit. J'ai pas tellement compris. En fait, il dit qu'il lui, il n'est pas d'accord, mais que s'il n'est pas d'accord avec tes idées, il va aller où alors? Il dit, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être pas d'accord avec mes idées?
Ouais, voilà. De quelle idée précisément, si tu veux? Après, si... C'est très simple. Bah, la France chrétienne que tu avais dit. Bah, déjà, La non, mais France est une déjà, terre la chrétienne. France, Je crois que c'est cet article-là. Ouais. c'est un pléonasme, ça. Je veux dire, la France chrétienne, c'est un pléonasme. Je veux dire, c'est comme si tu me parles de l'Arabie Saoudite bouddhiste. Non, elle n'est pas bouddhiste, elle est musulmane, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Israël, c'est juif, c'est comme ça. L'Inde, c'est hindou, c'est comme ça. Le Japon, c'est shintoïste, c'est comme ça. La France est chrétienne. Si les gens ne veulent pas que la France soit chrétienne, et ça existe, ça s'appelle la gauche. Hein, ça s'appelle l'anti-France, la République des Lumières. Ben, dans ces cas-là, vous êtes des jacobins. C'est votre droit de l'être. Moi, je suis pour le pluralisme, et ça ne me dérange pas que des gens ne pensent pas comme moi. Par contre, on n'est pas dans le même camp politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, la République des Lumières, je m'en tape. D'accord? Je m'en tape, et j'appelle ça l'anti-France dans mon projet vidéo. Ah oui, justement, j'avais vu une question tout à l'heure aussi, justement, sur la gauche, où il te demandait, voilà... Voilà, l'invité marque souvent son désamour de la gauche PS. Cependant, existe-t-il selon lui une gauche acceptable dans l'histoire politique française? La gauche c'est l'anti-France. À aucun moment, il n'y a même pas une gauche acceptable, même Jaurès. Mais non. Mais non. Oh. Qu'est-ce que c'est la gauche? La gauche, c'est le camp politique qui veut substituer au socle civilisationnel français un autre socle civilisationnel. On remplace les racines chrétiennes par les Lumières, si tu veux. La gauche est née à la Révolution. Comment? On fait voter l'Assemblée sur la question du veto royal. Les opposants à l'autorité royale vont à gauche, ceux qui supportent l'autorité à droite, l'autorité royale vont à droite. Ceux qui soutiennent l'autorité royale vont à droite. D'accord? Donc, d'un côté les Lumières, de l'autre la tradition. Après, la droite a été effacée de l'échiquier politique à diverses reprises, à diverses périodes de l'histoire de France. Tu vois. Par exemple, sous le Second Empire, à partir du début du XXe siècle, elle n'existe plus dans l'échiquier politique français, mais elle existe encore dans la société française. Avec l'épuration de 1944, la gauche a essayé d'assassiner, physiquement parlant, les cadres de la droite, les châtelains, les royalistes, etc. C'était de l'assassinat physique, hein. L'épuration, ça a été très pensé, il ne faut pas le croire, hein. C'était pas tombé du ciel. Hein. Donc la droite a pris un coup sur la tête parce qu'on l'a assassiné physiquement, en partie, à cette époque-là. Donc quand les gens de gauche donnent des leçons de morale, je rigole un peu. Mais elle est en train de se réveiller là. Mais donc la gauche... Ça veut dire quoi, la droite qui s'était présentée comme la droite, c'était quoi, du centre-droit? C'est pas de la droite? Ah non, mais attends, la droite... Ah oui, alors, ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, comme tu dis, effectivement, oui, c'est du centre-droit, c'est-à-dire que ce sont les héritiers de ce qu'on a appelé les orléanistes, si tu veux. Mais le centre-droit, qui a émergé sous la monarchie de Juillet, n'est plus la droite, puisque le socle... Ils estiment que le socle de la société française doit être les Lumières, ça ne doit plus être les valeurs chrétiennes. La vraie droite, pour moi, c'est les légitimistes, c'est les ultras, ce qu'on appelait les ultras sous la Restauration, les légitimistes. Et puis après, bon, il y a un vieux monsieur aussi qui essaie à un moment de la restaurer un petit peu, mais il y a des problèmes. Tu vois de qui je parle? Oui, mais ça veut dire quoi donc la droite, c'est le général Végan. Général Végan, ça c'est la droite. Lisez la critique que Végan fait de la Troisième République dans un texte du 28 juin 1940, et franchement, si vous êtes intellectuellement honnête, vous validez quasiment tout. Hein. Il y a quasiment tout dedans. Critique de la maçonnerie, de la naturalisation massive, retour de Dieu à l'école, enfin il y a tout quoi. C'est Dieu, famille, patrie, hein. C'est la petite formule qu'il a dégagée dans ce texte. Et pour moi c'est l'incarnation, c'est l'incarnation de la France, ce mec. Enfin, Végan, c'est voyez sa tête quoi. C'est ce qui émane de lui, ça sent la France. Alors ça veut pas dire que tout ce qui vient de la gauche est de la merde intellectuellement parlant. Il peut y avoir des critiques du capitalisme intéressantes, des critiques sociologiques intéressantes, aucun problème. Mais la gauche n'a pas les remèdes à nos maux. Pourquoi? Parce que la gauche est par essence déracinée, et la gauche est par essence matérialiste et athée, si tu veux. Or, ce qui va redonner du goût à notre vie, et du sens à notre vie, et même la possibilité de la vie, devrais-je dire, c'est renouer avec l'enracinement et avec la croix du Christ. C'est ça. Et ça, la gauche, tu leur dis ça, et ils pètent un câble, si tu veux. Oui, ils sont anti-religieux, la gauche, foncièrement. Fondamentalement, ouais. Oui, fondamentalement. C'est l'anti-France. La gauche et l'anti-France. Je veux dire, ça, c'est la base. Hein. C'est le premier article du credo politique
du militant français traditionnaliste qui pense bien et qui veut défendre les intérêts de son pays, c'est la gauche et l'anti-France. De toute façon, il faut juger, juger l'arbre à ses fruits. Rappelle-toi ce rapport sur l'intégration qu'on a essayé de nous coller il y a un peu plus d'un an. Oui, je me rappelle. Les gens qui ont écrit ce texte reprochaient donc à l'éducation nationale, comme si elle n'était pas suffisamment à gauche, reprochaient notamment au manuel de ne pas parler suffisamment de personnages historiques qui ne soient homosexuels, bisexuels ou issus de l'Afrique, qui n'évoquaient pas les racines arabes de la France. J'ai envie qu'on parle aussi des racines guatémaltèques de la Chine, moi, tu vois, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on veut donc substituer un socle civilisationnel à un autre socle civilisationnel, tu vois. La gauche veut transformer la France en République des Lumières. La gauche veut transformer le peuple français en peuple jacobin. Donc si tu veux, la République, la déchristianisation, l'antiracisme, la xénophilie, l'Union européenne, tout ce qui a été promis par la gauche depuis 200 ans, n'a été fait que dans l'optique de transformer le peuple français en un peuple jacobin. L'homme nouveau promis par les Lumières. Cet homme qui doit naître par l'abolition du passé, ce nouvel Adam. Tu vois, c'est ça l'objectif de la gauche, c'est créer un nouvel Adam, créer un homme nouveau. Tu vois, je te parle beaucoup de mon prochain bouquin, là, tu vois, en exclusivité sur Meta TV. La gauche veut créer un homme nouveau. Et donc la gauche veut la mort de la France, parce que la création de l'homme nouveau passe par la mort de la France. Et il faut lire le livre de M. Vincent Payon, La Révolution française n'est pas terminée. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il nous évoque que l'école doit être un lieu de transsubstantiation pour créer des républicains. Républicain, ça veut dire jacobin. Républicain, ça ne veut rien dire, dans l'absolu. Ça veut dire qu'il veut créer des jacobins, tu vois, coupés de leurs déterminismes sociaux, coupés de leurs déterminismes familiaux, régionaux, culturels, religieux. Et d'ailleurs, on a ce cher Raphaël Glucksmann, tu as eu sa petite sortie sur Canal+, dans lequel il nous a dit « Mais l'école, c'était fait pour déraciner les gens de leur terroir et de leur clocher. » Eh bien oui, monsieur Raphaël Glucksmann, vous avez parfaitement compris quels étaient les buts de l'école républicaine, qu'on devrait plutôt appeler de l'école jacobine. C'est ça, c'est transformer des Français en jacobins. Eh bien moi, je ne veux pas être un jacobin, je suis fidèle à la France. Ce qui m'a pétri, c'est la France, c'est la littérature française, c'est l'histoire de France. Et être un jacobin, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On me dit pourquoi ne pas faire une vraie démocratie sans élite politique, une démocratie par le peuple et pour le peuple? Parce que la création qu'a voulu le bon Dieu n'est pas conforme à ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux juridiquement. En droit, nous avons les mêmes droits. Mais nous ne sommes pas égaux en compétences, nous ne sommes pas égaux en mérite, etc., etc., etc. Et dans tout groupe humain, il y a une élite, ou à défaut d'élite, entre guillemets, des leaders qui se dégagent. Tu vois? Nous ne sommes pas égaux, au sens égalitariste, si tu veux. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas, si tu préfères, nous ne sommes pas similaires. Nous ne sommes pas similaires. La création est diverse. C'est comme ça. Et il faut savoir accepter la hiérarchie. Je te parlais des choses à faire pour refaire la France. Le truc prioritaire, c'est réinstaurer la notion de hiérarchie. Et la hiérarchie n'est pas la soumission bébête, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas caricatural, la hiérarchie. Donc, la démocratie, bon, j'ai rien contre, hein, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Et pour marcher droit, un peuple a besoin d'une hiérarchie et a besoin d'une élite. Pas d'une oligarchie, d'une élite. Je préfère ce terme. L'oligarchie, si tu veux, c'est l'aristocratie qui a dépéri, quoi, si tu veux. Qui s'est dénaturée. Un peuple a besoin d'une aristocratie. Et ce dont la France souffre aujourd'hui, c'est d'avoir des élites défrancisées, qui ne défendent pas les intérêts de la France comme les élites françaises l'avaient fait des siècles durant auparavant. C'est des élites quoi, mondialisées, on peut dire? Car jacobinisées. Pourquoi les élites françaises ont adhéré au mondialisme? Parce qu'elles ont senti que par le mondialisme, elles pouvaient poursuivre leur objectif d'homme nouveau. Et le mondialisme actuel, si tu veux, c'est la poursuite de l'idéologie des Lumières, mais à plus grande échelle. Toutes les critiques que je fais sur la République des Lumières, tu peux les transposer à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Europe des Lumières, c'est pas l'Europe des réalités,
C'est l'Europe des Lumières. C'est-à-dire que c'est une Europe désincarnée, une Europe abstraite, qui n'a plus de référent culturel, qui ne veut plus faire référence aux âmes des peuples européens. L'Union européenne est aussi froide que la République française. Elle ne correspond pas du tout, elle n'est pas la traduction culturelle si tu veux, des aspirations des peuples. Ouais, on nie complètement même l'histoire européenne, Bien sûr. les rapports, les relations entre les pays telles qu'elles sont. Voilà, tu vois, c'est une Europe sans passé. C'est une Europe sans passé. Et d'ailleurs, on a... c'est ça le paradoxe, si tu veux, c'est que l'Union européenne nous vend une unité européenne, mais elle nie la seule valeur qui est le véritable ciment commun de l'Europe, qui est le christianisme. Tu vois? C'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est que... Parce que, tu sais, le philosophe allemand Habermas nous disait que l'Europe doit créer un patriotisme constitutionnel. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un patriotisme constitutionnel. Et tu ne crées pas l'amour d'un pays en fonction du droit. Ce qui te fait aimer la France, c'est pas le code du commerce ou le code général des impôts. Tu vois, il faut être un débile mental de gauche pour penser ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un pléonasme, hein, ça aussi, hein, d'ailleurs. On va te faire des amis, ouais, Ouais, c'est pas très grave. Pas d'ennemi, pas d'honneur. Hein. Donc, voilà. Mais, enfin, en fait, c'est d'une telle connerie. Je me dis, ce mec-là a fait 15 ans d'études de philosophie. Officiellement, c'était un grand philosophe de notre temps. Comment on peut en arriver à des conneries pareilles, tu vois? Faut vraiment le cerveau déréglé, tu vois, par les Lumières pour en arriver à de telles conneries. Non, on n'aime pas un pays en raison de ses lois. On aime son pays en raison de son patrimoine, en raison de son passé, de ses hauts faits, de son histoire, de ses grands hommes, aussi dans la France, pour ce qu'elle a fait pour la croix du Christ, etc., etc., etc. Moi, personnellement, c'est pas le code du travail qui m'a fait aimer la France. Si Ouais. J'imagine bien. Alors, on me dit, ne trouvez-vous pas, Adrien, que Marine cherche à incarner Marianne? Elle a bien tort. Hein. Elle ferait mieux d'essayer d'incarner Jeanne d'Arc, ou Anne de Beaujeu, qui était une grande... ou Sainte Clotilde, ou Sainte Geneviève. Bon. Ça n'engage que ma subjectivité.